Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir le corrigé de l'épreuve EP1 du CAP préparation réalisation d'ouvrages électriques, la session 2009. Donc ici vous avez le dossier corrigé qui est accessible en ligne et que je reprends en vidéo afin de mieux expliquer un petit peu les réponses et puis vous permettre d'être autonome en regardant cette vidéo. Donc je vous conseille bien sûr avant de faire le sujet euh, qui vous permettra de vous mettre un petit peu dedans et puis ensuite de venir voir le corriger. Le plus important étant de bien comprendre les réponses, n'est pas forcément de recopier bêtement les réponses, mais essayer de regarder d'où ça vient et comment on peut comprendre pour que la prochaine fois vous soyez autonome là, dans cet exercice. Donc ici vous avez le sujet qui se présente comme ceci. Je vais aller directement au fait, on va voir les questions. Les questions. Donc il y a trois documents, le document technique, le document ressources et le document sujet. Voilà, donc le sujet ici qui est corrigé. On commence tout de suite par la question 1. Donc donner le numéro de parcelle du programme d'agrandissement et le nom de la commune. Donc en fait, quand on regarde ici, il nous donne directement l'endroit où sont notées les réponses. Donc DT 2 sur 9. Donc on va sur le document technique, page 2 sur 9. Donc document technique, là on est sur le document ressources. Et là, document technique 2 sur 9, vous voyez. Et donc ici on peut voir hop, le lieu de voilà, notre ville, déjà dans la commune, c'est le nom directement qui est inscrit ici. Donc vous avez plus qu'à recopier le nom de la commune. Et ensuite la parcelle. Alors la parcelle, j'ai regardé un petit peu, mais finalement c'est pas si simple que ça. Peut-être que c'était plus clair sur le document original. C'est celle qui est au centre du plan là, voilà celle-là. Donc c'est vrai qu'elle porte un peu à confusion. C'est la 1005. Donc ici vous voyez, c'est pas si clair que ça, c'est vrai. Là-dessus, donc je pense que ça devait mieux se voir sur l'original. Mais voilà. Donc la parcelle 1005. Ici sur la question 2, donc sur le plan de niveau 1, donc vous voyez DT 5 sur 9, donc il vous donne vraiment tout à chaque fois l'endroit des tous les éléments pour répondre à la question. Et donc calculer la surface hors tout du projet d'agrandissement. Donc on va avoir sur le document DT 5 sur 9, donc DT 3 sur 9, 5 sur 9, voilà. Donner la surface. Donc en fait la surface ici, on va l'obtenir directement avec les mesures. Vous avez ici 920. Alors 920 et ici 1150. Alors après ils ne disent pas si c'est des mètres, des millimètres. Bon, on n'imagine pas 920 mètres, un bâtiment d'1 km de long, sachant qu'il y a un escalier ici qui fait, à mon avis, on va dire, il va pas faire 100 mètres de largeur, hein. Donc moi je pense que là nous sommes plus sur des centimètres, donc 920 ça fait 9 mètres en fait, 920 mètres. 920 centimètres et donc 9,2 mètres. Et donc ici, pour mesurer la surface, on fait la longueur fois la largeur. Donc ici c'est bien ce qui est marqué. Donc ici c'est 9,2 multiplié par 11,5 et ça nous donne 105,8 mètres carrés, voilà, puisqu'on met tout en mètres. 9,2 mètres. Voilà. À chaque fois, il vaut mieux mettre tout en mètres, comme ça on a des mètres carrés. Voilà. Ensuite, ici, la question 3, donner la hauteur de fêtage de l'agrandissement. Donc on regarde directement sur le document technique 4 sur 9. Donc 4 sur 9. Moi, je ne l'ai pas trouvé là, je l'ai trouvé sur le 7 sur 9. Voilà, qui est ici. Et directement, en fait, on voit la hauteur du fêtage qui est de 5,77 mètres. 5,77. Voilà. Et donc d'ailleurs ils ont oublié l'unité, alors mettez à chaque fois les unités. Ça vous évitera de perdre des points inutilement. Voilà. Donner la signification des matériaux ci-dessous, donc pareil, la 5 sur 9 c'est vraiment juste lire. Voilà, les trois éléments là sont à recopier ici, donc il n'y a pas vraiment de difficulté je pense pour vous. Calculer l'échelle du plan du niveau 1. Donc en fait ici, alors l'échelle c'est la longueur mesurée, la longueur écrite quoi, qui va être sur le plan, divisée par la longueur réelle.
Donc en fait, moi, pour s'en souvenir, c'est échelle. Et c'est tout ce qui est écrit. Et shell, la fin, tout ce qui est réel. Donc tout ce qui est écrit divisé par tout ce qui est réel. Et donc ici, ce qui est écrit, eh bien, on voit bien 9,2 mètres, d'accord, divisé par tout ce qui est réel. Et donc la longueur réelle que l'on mesure, c'est bien 920 cm. Donc en fait ici, on a 9,2 cm. En fait, si on mesure de là à là sur le document original, ça veut dire imprimé en A4, on a 9,2 cm. Et quand on le mesure à la règle, voilà, 9,2 cm. Et dans la réalité, il fait bien 100 fois plus, c'est-à-dire 920 cm. Donc finalement, c'est une échelle 1 centième. C'est-à-dire qu'on divise par 100 pour l'avoir sur un plan. Sinon, ça ne tiendrait pas sur la feuille A4, bien sûr. Voilà. Donc c'est une échelle 1 centième. Que signifie la valeur encerclée moins 0,53 donc dans le bureau? Donc on regarde directement ici le plan niveau 0. DT, document technique 6 sur 9. Et donc on voit ici, voilà, sur le bureau, moins 0,53. Et donc en fait ça, ils appellent ça le niveau du plancher du bureau. Sol fini par rapport au niveau de référence de l'atelier. Différence de 53 cm. C'est en mètres. Et en fait on voit ici le niveau plus 0,00. Ça c'est on va dire la valeur de référence. Et donc on voit bien qu'ici on a un moins 53. Moins 0,53 et donc ça veut dire qu'on descend de 53 cm. Donc c'est en mètres, donc 0,53 mètres égale 53 cm. Et ici, alors pour calculer le nombre de marches, ici on a trois marches qui sont nécessaires. On voit bien que pour descendre, on fait bien une marche, deux marches, trois marches. Voilà. Et donc j'ai même mesuré aussi avec un petit logiciel, j'ai regardé un petit peu finalement la longueur des marches. En mettant ici, j'ai calculé en fait la hauteur du sol fini, 53 cm. Et ça me donne bien 3 marches, avec chaque marche d'une hauteur de 17,67 cm chacune. Voilà, après j'ai fait un petit calcul, mais là c'est du plus. Globalement, vous aviez directement la réponse sur le plan. Alors c'est vrai qu'on en voit deux, mais finalement quand on compte, on voit bien, on va descendre d'une marche, deux marches, trois marches. Donc là il faut compter 3 marches en fait. Et d'ailleurs c'est bien ça, regardez, on est ici à ce niveau-là, on monte une marche, deux marches, trois marches. Voilà. Donc en fait la dernière marche en fait c'est le niveau haut. Voilà. Donc voilà pour le nombre de marches. Ensuite, donc la partie 2, étude du tableau divisionnaire et la zone de stockage. Donc ici on vous demandait directement en fait sur l'interrupteur différentiel. On peut lire les caractéristiques suivantes et donc donner en signification donc tout ce qui est 40 ampères, c'est le calibre du disjoncteur ou le courant nominal, on acceptera l'un ou l'autre. Et 30 mA, c'est la sensibilité du différentiel. Donc ça c'est à connaître par cœur en fait. Ça il n'y a pas de réponse sur le document technique, c'est à savoir que voilà. Si vous avez sur un interrupteur différentiel ou même c'est un interrupteur différentiel bien sûr. Je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dû dire disjoncteur différentiel, mais c'était bien un interrupteur différentiel. Et bien vous avez toujours le calibre qui est indiqué en ampères et la sensibilité en général en milliampères. Voilà. Non, même tout le temps en milliampères, c'est en général 30 milliampères. Vous avez aussi 300 milliampères, mais là c'est sur du disjoncteur différentiel. Voilà. Vous avez aussi 10 milliampères, ça dépend du type de différentiel que vous avez dans le tableau. Ensuite, la question 2, vous indiquez le rôle de l'interrupteur différentiel. Ici, bien tout simplement, il protège contre les défauts d'isolement. Donc ça, pareil, c'est à savoir par cœur. Je ne vais pas faire un cours ici sur l'interrupteur différentiel. Vous avez suffisamment ce qu'il faut dans vos cours, donc ça, c'est à savoir parfaitement. Ensuite, vous avez ici la question 3. Le schéma de liaison à la Terre, donc le régime de neutre ici, finalement vous avez vous avez 3 types de schémas. Vous avez ici en fait la première lettre correspond au neutre de l'installation, au neutre qui est relié au niveau du transformateur à la Terre, donc Terre, donc T, le premier c'est un T, donc déjà ça exclut le premier.
La première lettre c'est un T. Et ensuite, la carcasse métallique des appareils est reliée à la Terre. Donc, c'est un T aussi encore. Donc, c'est un régime TT, un régime Terre-Terre. Vous avez différents types de régimes. Voilà, il y a 3 types de régimes qui sont possibles. La première lettre, c'est le neutre du transfo. Soit elle est raccordée à la Terre, soit elle est isolée de la Terre, soit elle est raccordée à la Terre. Ensuite, la deuxième lettre, c'est la masse des appareils côté utilisateur, si elle est reliée à la Terre ou au neutre. Voilà. Et donc là, ici, nous, c'est des deux côtés à la Terre. Donc, c'est un régime TT. Après, donc question 4, alors là, c'est vraiment des mathématiques dans le sens où, en fait, vous avez 50 modules. On demande une réserve de 20% eh bien, d'appareils. Donc, en fait, 20% en plus, ça fera 10 modules de réserve qu'il faut laisser dans votre disjoncteur, dans votre tableau modulaire. Donc vous avez ça peut se faire en fait sans forcément connaître les choses, juste c'est des mathématiques en fait. Ensuite, question 5, on considère que la capacité totale appareil à installer plus réserve doit être de 60 modules. Donc on vous le redonne en plus. Comme ça vous permet de vérifier. Finalement, vous aviez 50 modules plus 10, donc ça faisait 60 modules. Donnez la référence du châssis avec plastron à commander DR2/11, ainsi que la référence du coffret DR2/11. Pour ce dernier, le choix s'est porté sur un coffret Marina polyester standard RAL 7035. Donc en fait, un châssis avec plastron. Alors j'ai pris la photo pour que vous voyez bien ce que c'est. Donc ça c'est un coffret. Voilà. Le châssis, c'est ça. Et le plastron, finalement, c'est ce qu'il y a devant. C'est ce qui vient protéger. En fait. Donc, plastron, vous voyez, c'est les petites choses qui sont devant, qui viennent protéger nos fils. Et donc, ici, vous avez en fait le châssis avec plastron à prendre. Et bien, ici, vous aviez vous aviez un 60 modules. Donc, pour un 60 modules, finalement, vous aviez, voilà, d'un côté, le châssis avec plastron. Ici, il fallait prendre, donc vous saviez que vous aviez différentes tailles. Et donc, nous, on a besoin d'un châssis avec plastron qui puisse accueillir au moins 60 modules. Donc ici, 48 modules ne suffit pas. Donc, on va prendre un 84 modules. Alors on pourrait prendre bien sûr celui d'au-dessus qui pourrait convenir, mais nous ce qu'on demande toujours c'est le minimum qui puisse accepter le nombre de modules suffisant. Donc ici on va prendre ce châssis avec plastron suivant. Donc ici c'est un 36-105, donc 36-105. Et ensuite le coffret qui correspond. Donc ici grâce en fait à ce choix, vous avez des indications ici qui sont la taille en fait ici pour des coffrets de telle hauteur. Donc ça veut dire que vous avez choisi le châssis avec plastron, vous avez choisi finalement votre châssis avec plastron et maintenant vous allez choisir le coffret suffisamment grand pour pouvoir mettre votre châssis à l'intérieur. Donc ici nous revenons sur notre page pour sélectionner. Donc nous allons choisir maintenant le coffret. Et le coffret, ici, on vient voir que ici, notre coffret est le suivant. C'est-à-dire, il a ces dimensions-là. Donc c'est les dimensions qu'il peut accueillir. Donc nous avons un coffret de ce type-là. Ça correspond, en fait, si vous voulez, là, ici, 720, donc notre coffret est plus grand. 510, notre coffret est plus grand, et 250, cela correspond aussi. Donc, pas de problème, le 362,56. Donc, on va regarder si c'est la même taille. 362,56. 362,56, c'est bon. Voilà. Équivalence coffret métallique, alors là, c'est... Voilà, de toute façon c'est celui-là, c'est le coffret RAL 7035. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, de nombreuses manœuvres d'engin
ont lieu sur la voie communale. 2 projecteurs à incandescence, de 500 watts chacun, commandés par un interrupteur horaire, éclaireront cette zone. Donc déterminer le courant consommé par les 2 projecteurs. Donc vous avez toujours la même formule, P égale U fois I, où I égale P divisé par U. Donc vous avez la puissance, ici vous savez que vous avez 2 projecteurs de 500 watts, donc ce qui fait 1000 watts, parce qu'il y en a 2, divisé par la tension qui est de 230 volts. Cela correspond, alors pour savoir la tension du projecteur, vous pouvez aussi aller voir sur le... Alors attendez, il y a une indication, c'est directement, que je vous dise pas de bêtises, voilà. Ici on voit bien que c'est de l'éclairage, et donc on voit bien qu'on n'est pas en triphasé, puisqu'on n'a que 2 fils, un neutre et une phase. Donc ici notre tension est bien de 230 volts. Donc c'est bon, 1000 divisé par 230 qui donne un courant de 4,34 ampères. Voilà. Ensuite, le choix du disjoncteur D6 protégeant l'éclairage extérieur est-il suffisant? Oui, voilà, puisque finalement notre calibre est de 10 ampères, donc on va regarder ici. Voilà, le D6 c'est 10 ampères, donc il est donc supérieur au courant, donc il est suffisant. Voilà. Ensuite, en supposant que l'on conserve le disjoncteur, donnez la référence de ce disjoncteur grâce au document ressources 3/11. Donc, le 3/11, donc le document ressources 3/11, il est là. Et donc on a, alors, notre disjoncteur, on a le choix en fait. On a plusieurs types de disjoncteurs. Soit c'est un unipolaire, donc il n'y a qu'un seul pôle. Soit c'est un unipolaire, c'est cela. Là. Soit c'est un uni plus neutre, c'est celui-là. Donc nous on a bien vu sur notre schéma le neutre. Donc ici on va plutôt se diriger vers un uni plus neutre. Et donc ici l'intensité nominale c'est un 10 ampères on a vu. Donc c'est le 63, enfin 0,6394 normalement. Voilà, 0,6394. Ensuite, on demande de compléter le schéma de l'interrupteur horaire. Alors là, on vous donne le schéma directement à côté. Donc là, vous n'avez plus qu'à relier en fait votre appareil comme sur le schéma de la documentation technique. Ensuite, vous avez Monsieur Bosson souhaite motoriser son portail à 2 battants. Pour cela, l'entreprise Électricité Générale PGEGOU, dans laquelle vous travaillez, propose une motorisation de marque Astrel. On vous demande de réaliser l'installation de la motorisation à l'aide du kit Astrel 85. Donc, question 2/10, quel est l'indice de protection minimum des boîtes de dérivation? Alors, DR 4/11, donc on y va. Le document ressources 4/11, voilà ici. Et donc les boîtes de dérivation ici, elles ont un indice de protection IP44 minimum. Donc ici, l'indice de protection 44. Voilà, IP44. Alors, on va voir ensuite la question 11. Sachant que l'on a choisi des boîtes de dérivation IP55, indiquez si elles sont conformes ou non. Donc nous, on veut minimum IP44. Vu que là, on a IP55, donc c'est une protection supérieure, c'est conforme. Alors on va voir un petit peu à quoi ça correspond. J'ai ça ici. Voilà, IP. Donc la première lettre, donc quand on a 44 par exemple, le premier 4, c'est la protection contre l'écorce solide. Donc plus on a un chiffre élevé, plus on a une protection qui est forte contre l'écorce solide. Donc vous voyez, à la fin, c'est protégé contre les poussières et après totalement protégé contre les poussières. Et le deuxième chiffre, c'est la protection contre l'écorce liquide, cette fois-ci. Et donc, plus on a un chiffre élevé, plus la protection contre l'écorce liquide est élevée aussi. Vous voyez, à la fin,
5, c'est protégé contre les jets d'eau dans toutes les directions. Et après, totalement protégé. Vous voyez, plus on monte dans les chiffres, plus on est protégé jusqu'à être immergé dans l'eau directement. Donc vous voyez, c'est bon. Au niveau de la protection, on est largement 55, donc on est supérieur en tout cas au minimum demandé qui est de 44. Voilà. Ensuite, sur le plan du niveau 1, DT, document technique 5/9, apparaît le symbole, voilà ce symbole, donné à signification, qui est donné sur le DR, document ressources 4/11. Donc on va sur le document ressources 4/11, et vous voyez, on a ce symbole là. Voilà, on l'a ici. Donc ça correspond à quoi? À une canalisation souterraine. Donc ici, ça correspond à quoi? Sa signification, c'est qu'il y a une présence d'une canalisation souterraine, tout simplement. Ici, question 13, la barrière motorisée est protégée par le disjoncteur D12. Le calibre doit être compris entre deux valeurs. Lesquelles? Donc on vous donne directement où aller chercher la réponse, le 4/. Donc ici, voilà, votre protection est assurée par un disjoncteur 6 ampères minimum, 16 ampères maximum. Voilà, on a bien ces deux valeurs qui sont à retranscrire ici tout simplement. Le choix du disjoncteur D12 est-il correct? Pourquoi? Alors notre disjoncteur est-il correct? Eh bien le D12 il est de 10 ampères, donc il est bien compris entre 6 et 16, donc il est correct. Voilà. Ensuite vous avez le câblage du portail à réaliser, donc celui-là c'est peut-être un petit peu le plus difficile pour moi je trouvais, mais finalement quand on le détaille un petit peu, il faut juste en fait suivre les fils tout simplement. Donc en fait en respectant les règles en vigueur, compléter le schéma de câblage de la motorisation. Donc DR4 et 5/11. Donc le document ressources 4 et 5. Hop. Voilà, ils sont là. Donc il n'y a plus qu'à tout simplement suivre les fils. Vous voyez, il y a la phase et le neutre. Et la terre ne doit pas être liée, donc voilà. Hop. Ensuite on alimente directement notre transformateur et 12 volts alternatif, courant. Ici ensuite on a eh bien, tout simplement le fil d'antenne à relier, ici à relier, à faire mettre un fil électrique, en fait faire un shunt entre le COM et le ground GND et N-close. Donc voilà. Alors, après voilà, vous suivez directement ce montage là et donc cela donne directement ça. Voilà. On alimente ici notre boîtier de commande. À l'intérieur, il doit y avoir le transformateur et puis ensuite le moteur 2 qui est alimenté par la boîte de dérivation et ensuite hop le moteur 2, le moteur 1 de la même façon. Ensuite le feu clignotant de la même façon que sur le schéma. Voilà, le feu clignotant. Et puis ensuite le shunt ici. Voilà, le shunt ici. L'antenne extérieure. Voilà. Donc finalement, voilà, il faut juste suivre le schéma. Donc après, je vais un peu plus vite. La partie 3, vous avez la question 1 qui était de donner le nom et la fonction des éléments. Donc ça, c'est à savoir par cœur. Le nom et fonction, on a suffisamment fait, donc là, faut les apprendre au bout d'un moment. Je passe là-dessus. Voilà, tout simplement. Voilà, je passe. Ensuite, ici, vous avez la question 2. Eh bien, la question 2, c'est en fait compléter le schéma. Donc ici, vous avez en fait un schéma qui est incomplet au départ. Donc je vais vous le trouver au départ. Voilà. Voilà, vous avez ce schéma là donc sur le sujet et donc il faut le relier. Donc ici tout simplement on vient alimenter nos appareils, on vient alimenter notre
auto-maintien de la bobine. Ici, le voyant de mise sous tension, il est relié directement en parallèle avec le circuit pour bien être alimenté en même temps que le circuit commande. Et donc voilà, vous avez ici votre schéma à compléter. Voilà. L'auto-maintien, le voyant H1 et pour le bouton poussoir marche, voilà, à faire. Donc voilà, à vous de le compléter. C'est vraiment le schéma. C'est pas si simple, c'est pas forcément évident. Faut en avoir fait un petit peu avant. Voilà, faut essayer de comprendre. Donc en fait, tout simplement, vous n'êtes même pas forcément obligé vous avez rien pour vous aider là. Vous êtes obligé un petit peu de le mémoriser, de l'apprendre directement. Voilà. Ensuite, ici, question 3. Sachant que le réseau est donc 230-400, c'est-à-dire on a 230. Donc que signifie 230? C'est la tension entre phase et neutre. Que signifie 400? C'est la tension entre deux phases. Donc ça, vous devez le savoir par cœur. Voilà. Ensuite, le moteur triphasé utilisé pour le convoyeur est un moteur Leroy sommaire. La plaque signalétique est la suivante. Donc, voilà, vous avez les différentes. Vous avez la puissance utile, vous avez la tension. Alors, toujours la première tension qui est inscrite sur le moteur, c'est la tension maximum admissible aux bornes d'un enroulement. Donc ici, elle est de 230. Vous avez le nombre de tours par minute. Vous avez le cos-phi. Et vous avez le rendement, ici, de 0,75. Donc de 75%. La question 4, c'est à la lecture de cette plaque signalétique, quel est le couplage à choisir pour le brancher sur un réseau 230-400. Donc ici, vu que mon moteur ne supporte pas plus que 230 volts aux bornes d'un enroulement, nous allons le brancher en étoile. Puisque si nous le branchons en étoile, nous allons diviser en fait la tension sur deux enroulements. Et donc nous allons diviser cette tension par racine de 3. Et donc nos enroulements vont être alimentés par une tension de 230 volts. Alors que si nous l'alimentons en triangle, eh bien nous aurons directement 400 volts aux bornes d'un enroulement. Donc ça, c'est un cours aussi à apprendre par cœur. Hein. C'est pour abaisser la tension, il faut le coupler en étoile. Voilà. Et si vous avez par contre un moteur qui aurait accepté une tension de 400 volts aux bornes de ses enroulements, eh bien il aurait il aurait eu un couplage triangle, puisque il pouvait accepter 400 volts aux bornes d'un enroulement, et donc ça aurait été possible en triangle. Et surtout ne pas le mettre en triangle là, puisque sinon on va se retrouver avec 400 volts aux bornes d'un enroulement, et là nous allons rendre notre moteur défectueux. Voilà, après vous le justifiez de cette façon-là. Question 5. Représentez sur la plaque à borne le couplage que vous avez déterminé ainsi que l'alimentation du moteur. Donc ici, voilà, à relier les trois bornes du numéro 2 ensemble. Et donc ça fait un couplage étoile. Ici même, moi j'aurais tendance à représenter nos enroulements entre U1 et U2, entre V1 et V2, et entre W1 et W2, j'aurais eu tendance à les représenter, mais bon, ce n'est pas forcément demandé. Ensuite, question 6, la puissance indiquée sur la plaque signalétique est de 1,5 kW. De quelle nature est-elle? Donc cochez la case qui correspond à la bonne réponse. Donc c'est toujours sur la plaque signalétique, c'est la puissance utile, c'est la puissance que vous allez avoir au final, la puissance mécanique en fait de votre moteur. Voilà. Ensuite, on souhaite choisir le disjoncteur moteur qui protégera le convoyeur. La plaque signalétique du moteur n'étant plus très visible, vous devez calculer dans un premier temps la puissance absorbée du moteur. Donc la puissance absorbée, c'est égal à la puissance utile divisée par le rendement. Donc ça, si vous ne le savez plus, vous avez à la fin de votre document. Alors attendez, je vais vous le retrouver.
Voilà, vous avez à la fin de votre document technique toutes les formules. Alors les formules, vous voyez, c'est donc le rendement, il est où? Il est là. Voilà. Ici, vous avez le rendement, c'est égal à la puissance utile divisée par la puissance absorbée. Donc, la puissance absorbée est égale à la puissance utile divisée par le rendement. Et donc, vous trouvez 2 kW de puissance absorbée. Puis, calculez le courant absorbé. Donc, en fait, alors ici, je l'ai repris directement ici. Vous savez que P, la puissance, égale à racine de 3 fois U fois I fois cos phi. P égale racine de 3 UI cos phi. Vu que vous voulez le courant, eh bien vous faites I égale P divisé par racine de 3 U cos phi. Et donc si on remplace, ça fait bien 2000 watts. 2000 watts divisé par, alors racine de 3 c'est 1,73. U c'est 400 et cos phi c'est 0,81. Alors vous avez toutes ces valeurs là qui sont données. Voilà. Alors là je trouve qu'ils sont un peu compliqués à mettre 10 points, enfin 2 fois 10 puissance 3, c'est 2000 watts. Voilà, vu que vous savez que vous avez 2000 watts, 2 kW, ça fait 2000. Voilà, divisé par, alors, je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans ce sens-là, aussi pareil, 400 volts, donc fois racine de 3, fois 0,81. 0,81 c'est cos phi, le cos phi vous l'avez ici. Voilà. Donc ensuite, ça c'est le courant qui est absorbé. Sachant que la puissance est de 1,5 kW et que l'on considère que le moteur absorbe 3,6 A. Déterminez la référence du disjoncteur moteur DR6 sur 11. Donc vous avez ici la référence à trouver. Donc nous on sait déjà, la commande du disjoncteur sera faite par des boutons poussoirs GV2 ME et là 2 points. Complétez le tableau ci-dessous. Donc la référence ici qui a été trouvée, on va la trouver dans le document ressources 6 sur 11. Donc 6 sur 11. C'est bien ça. Donc elle est là. Donc ici d'abord, on sait qu'on a une puissance de 1,5 kW. Alors je vous remets là. Voilà, 1,5 kW. Et on absorbe un courant de 3,6 A. Donc 1,5 kW. Donc la puissance, elle est de 1,5. Donc on y va ici. Et ensuite, donc sous 400 volts. Et ensuite, vous avez la plage de réglage des déclencheurs thermiques en ampères qui doit être de 3,6. Donc finalement, 1,5, il y en a deux. Alors lequel on va prendre, sachant que les deux sont corrects. Ici, la plage des déclencheurs thermiques, ici est correcte. Par contre, il y en a un, ça va être la bonne référence. Vous voyez, le GV2ME08. Donc ça, c'est celui-là qu'il faut prendre tout simplement. Donc voilà. Après, la plage de réglage du déclencheur thermique, bien, elle est voilà, de 2,5 à 4 ampères. Et donc, nous allons le régler sur bien, la valeur que nous avons trouvée ici, 3,56, donc en fait 3,6 ampères. Pour être un peu plus proche de la réalité, sachant que c'est déjà assez difficile à régler. Je pense que voilà, déjà, si vous le réglez sur 3,6 ampères, ce sera bon. Ensuite, donc c'est la valeur nominale. Voilà. La partie 4, c'est l'étude du système d'éclairage de sécurité. Donc la protection des personnes et des biens est primordiale dans un établissement accueillant des travailleurs. Donc là, on vous donne déjà des éléments de réponse, mais bon, vous le verrez plus tard. En concertation avec Monsieur Gégou, l'électricien, Monsieur Bosson décide de faire installer 3 blocs de secours dans l'entreprise au niveau des sorties de Nantes sur la voie communale. Document technique 4 sur 9 et 6 sur 9. En vous aidant des documents ressources DR7 sur 11, donnez les deux fonctions essentielles de l'éclairage de sécurité. Donc là, il n'y a qu'à lire. Alors, on est sur le DR7 sur 11. Donc on y va. DR7 sur 11. Et là, on voit l'éclairage de sécurité a deux fonctions essentielles. Donc là, on voit vraiment, c'est écrit noir sur blanc. Et bien, tout simplement, ces deux fonctions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va les réécrire tout simplement ici. Voilà.
Ensuite, il me demande de retrouver des significations des différents sigles là. Et donc ERP, il est ici. Établissement recevant du public, ERP. ERT, il est ici. Établissement recevant des travailleurs. Ensuite, BAES, il est juste en dessous, ici. Bloc autonome d'éclairage de sécurité, BAES. Et ensuite, BAEH, il est juste ici, bloc autonome d'éclairage pour habitation. Voilà. Donc vous avez finalement juste à lire en fait le document. Ensuite, vous avez la question 3, la question 4-3. À l'aide du document ressources DR9/11, donnez la référence des matériels suivants. Donc là, vous avez la BAES étanche Plexo. Et donc, on va aller voir un petit peu à quoi ça correspond. DR9/11. Voilà. Donc vous avez alors un bloc autonome, mais cette fois-ci, nous, il faut que ce soit étanche Plexo. Donc déjà, la première référence, c'est celle-là. Plafond, ouais, donc non. Bloc standard, ok. Bloc étanche, donc celle-là c'est plutôt bon. Bloc étanche anti-vandale, nous c'est pas anti-vandale, hein, c'est SATI évolutif. Et puis après étanche verre métal, étanche évolutif pour locaux industriels. Voilà. Alors nous on avait quoi? Nous voilà, évolutif. Donc finalement, BAES étanche Plexo SATI évolutif. Il n'y a que celle-là finalement. Étanche pour locaux humides. Voilà. Pas anti-vandale quoi finalement. Nous c'est celle-là. Là, 625-26. 625-26. Voilà. Et la télécommande multifonction. Eh bien, c'est celle-là. Donc il y a deux télécommandes. Il y a la télécommande multifonction non polarisée et la télécommande standard. Mais nous, on veut une multifonction. Donc, on prend cette référence-là, la 03900. 03900. Voilà. Ensuite, vous avez donc des données qui sont importantes ici, on le verra plus tard. La question 4, calculer l'intensité que doit débiter l'accumulateur. Donc, c'est toujours la même formule, c'est P égale U fois I. Donc, I égale P divisé par U. P, c'est la puissance. La puissance... que doit débiter l'accumulateur. Donc on a la puissance. Donc ici, il y a deux ampoules. Vous voyez, la BES composée de deux ampoules. Donc deux ampoules de 3,6 watts, ça représente 7,2 watts, divisé par la tension qui est de 3,6 volts. Donc ça correspond à 2 ampères. Donc le résultat, 2 ampères. Ensuite, la question 5. Calculer l'autonomie de l'éclairage de secours, puis exprimer le résultat en heures et en minutes. Donc en fait, on sait que l'on a ici une quantité d'électricité de la batterie qui est de 3,7 ampères heure. Donc ça veut dire que ici on a 2 ampères. Donc on cherche le temps. Donc finalement, ici, on a des ampères, heures. On va le diviser par des ampères, et il va nous rester des heures. Donc ça veut dire, on a... Alors là, ici, vous avez la formule, la quantité, donc justement les ampères-heures, c'est égal à des ampères multiplié par des heures. Donc le temps, il est égal à des ampères-heures divisé par des ampères. Donc ça veut dire des ampères-heures, c'est 3,7 ampères-heure. Voilà. Divisé par 2 ampères. Et cela donne 1,85 heures. Mais 1,85 heures, ça se dit pas, donc on va dire 1, déjà ça fait 1 heure. Voilà. Et ensuite 0,85 heures, ça fait combien? Finalement, on multiplie 0,85 par 60, et ça donne 51 minutes. Et donc on a 1 heure et 51 minutes. Voilà. On va pas repasser... on va pas repasser là-dedans, mais voilà, c'est 51 minutes. Donc, voilà. Ensuite, ici, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils vont additionner encore des minutes avec des minutes et encore faire le calcul, c'est un peu plus long, je trouve. Voilà.
La question 6. Donc ici en fait il faut juste remplacer les noms des éléments. Donc en fait vous avez la réponse sur le document ressources 10. Voilà. Donc vous avez ici en fait finalement toutes les réponses là. Alimentation générale, alimentation générale. Donc en fait à la base vous voyez vous aviez ici à compléter. Bon, je pense pas que ça doit poser trop de problèmes à compléter. C'est juste un document à lire et puis finalement vous le complétez directement grâce au document ressources. Voilà. Ensuite, vous avez là un petit câblage à faire. Donc ici vous avez votre... alors à la base on vous donne ce câblage. Voilà, on vous donne ça. Le câblage donc de la doc. Et on vous donne un document non complété, c'est ici. Donc vous avez ici voilà votre câblage qui est déjà fait et donc les 3 blocs autonomes d'éclairage de sécurité qui sont à raccorder. Donc sur les éclairages de sécurité, on a 4 bornes, on a phase et neutre à chaque fois. Donc phase neutre à brancher en 230 et B-A+ qui sont à brancher sur notre appareil ici, vous voyez comme ceci. B-A+. Donc ici il faut les relier tout simplement. Voilà. On relie donc tout ce qui est B1- et A+. Et ensuite phase et neutre qui sont reliés directement sur le circuit d'éclairage en fait. Donc ici vous avez la correction qui indique voilà. Phase neutre sont reliés directement sur le circuit éclairage, sur le contacteur. Vous voyez comme ce qui est indiqué là, hein, le contacteur. Et ici B-A+ sont reliés ici sur notre appareil, sur les bornes B-A+. Et tout le reste est fait. Donc vous voyez, en fait, finalement, c'est encore pareil, une fois de la lecture et finalement du recopiage de schémas, transcrire des schémas d'une façon ou d'une autre. Alors j'espère que cela vous aura aidé. Je sais que j'ai fait pas mal d'imprécisions peut-être. J'espère que j'ai été suffisamment clair. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des choses à redire. L'intérêt est vraiment d'aider, de vous aider à le faire et ensuite on va en faire d'autres. Hein. Je suis parti là pour faire plus de corrections de sujets en vidéo. Voilà. Donc bon courage à vous et puis à bientôt.